Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui est consacré au métier de développeur économique territorial à l'heure des transitions. Ce webinaire est co-organisé par les partenaires d'une nouvelle offre de formation du CNAM qui est consacrée aux développeurs économiques territoriaux. En attendant que les spectateurs nous rejoignent, nous sommes pour l'instant une soixantaine. Quelques mots de consignes techniques. Donc, nous sommes en format webinaire. Donc, seuls les intervenants que vous voyez autour de l'écran peuvent activer leur micro et leur caméra. Ce webinaire va être enregistré afin de pouvoir le mettre à disposition dans nos réseaux respectifs et le support de présentation sera aussi partagé. Ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir nous poser toutes vos questions pendant la durée de la séance en utilisant le module questions et réponses que vous voyez normalement affiché en bas de votre écran et de conserver le chat pour d'autres types de messages et notamment si vous rencontrez des difficultés techniques pour faciliter le déroulé de ce webinaire. Alors sans plus attendre, je vais transmettre la parole à Jean-Baptiste Gosquin, qui est directeur du programme Territoire d'industrie à l'ANCT, pour quelques mots d'ouverture de ce webinaire. Merci beaucoup, Aurore. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire que je suis ravi d'introduire puisque c'est un sujet qui nous tient à cœur sur le programme Territoire d'industrie qu'on avait en tête avec les différents partenaires depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui est particulièrement important pour la réindustrialisation du pays, pour le programme, et pour vous donner les clés en matière de développement économique territorial sur les enjeux auxquels vous êtes confrontés. Nous, sur le programme Territoire d'industrie, on s'est rapidement rendu compte de l'importance du développeur économique territorial, du chef de projet territoire d'industrie, comme on l'appelle sur le programme, mais euh, des développeurs économiques de manière plus générale. Quand on a fait le bilan de la première phase du programme 2018-2023, quand on a construit la nouvelle phase que vous connaissez sans doute 2023-2027, on s'est rendu compte vraiment de l'importance d'avoir des développeurs économiques dans les territoires. On a beaucoup misé là-dessus pour la nouvelle phase du programme, puisque on a désormais la possibilité d'avoir des chefs de projet dans chaque territoire d'industrie. Et pour nous, c'était important de pouvoir vous donner les outils pour piloter, animer vos territoires d'industrie. On l'a très clairement vu ces dernières années dans les différents appels à projets qui existent, dans les différentes initiatives qui peuvent exister en matière de foncier, en matière de transition écologique, en matière de développement des compétences. Les territoires qui étaient les mieux organisés en matière d'animation locale, en matière de développement économique local, étaient systématiquement les territoires les plus attractifs, les plus dynamiques, les mieux desservis également en matière d'aide. Et donc, nous, l'objectif, c'est que tous les territoires avec une ambition économique forte puissent se doter d'une animation forte, compétente, avec les outils les plus adaptés à vos besoins. On a déjà mis en place certains modules d'animation, de formation dans le cadre du programme, avec des webinaires qu'on organise par exemple tous les mois, avec des séminaires dédiés aux chefs de projet territoire d'industrie qu'on réunit également plusieurs fois par an. Mais il nous manquait une brique plus, plus solide en matière de certification, en matière de qualification au développement économique territorial. Et c'est donc tout l'objet de cette formation qu'on a construit de manière collective avec plusieurs partenaires. Et je tiens à remercier les différentes structures qui ont participé à l'élaboration de cette formation. Le CNAM, bien sûr, qui va porter la formation, mais aussi Intercommunalité de France, avec qui on a discuté de cette idée depuis plusieurs mois déjà, le RENET, le CNER, la DGCF, ainsi que Région de France, qui ont tous participé à l'élaboration de cette offre de formation et qui participeront d'ailleurs également à la formation elle-même. Donc, pour vous introduire cette formation aujourd'hui, on vous a prévu d'abord une petite conférence de Magali Talandier, qui est professeure d'aménagement du territoire à l'Université Grenoble-Alpes, pour vous introduire les différents enjeux auxquels peuvent être confrontés un développeur économique territorial. Et puis, on vous présentera ensuite plus en détail l'offre de formation pour répondre à toutes vos questions sur ce que permet d'apporter cette formation. Pour l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est vraiment un pilier important de l'animation et de la formation des chefs de projet de territoire d'industrie. Et donc, on prendra en charge financièrement les frais de formation
pour les chefs de projet territoire d'industrie qui participeront à cette première promotion. Ça vient pour nous vraiment compléter le paysage en termes d'animation, de formation. Donc, on espère que plusieurs territoires d'industrie saisiront l'opportunité pour participer à cette nouvelle formation qu'on a construite vraiment avec les partenaires pour répondre au mieux aux différents enjeux auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à tous un très bon webinaire en espérant qu'il réponde à toutes vos questions de manière la plus concrète possible. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Donc, je passe la parole à présent à Intercommunalité de France, Charlotte Sourin-Descamps, directrice générale adjointe, qui a été à l'initiative de ce parcours de formation. Eh bien, bonjour à tous. À mon tour également de vous remercier pour l'intérêt que vous portez à ce parcours de formation et remercier à nouveau les partenaires qui ont contribué à la construction de ce parcours. Bien entendu, il a le gros avantage de réunir au sein demain une future promotion des développeurs économiques d'horizons différents qui se côtoient dans les territoires. Ils pourraient en être du réseau des agences de développement économique, donc employées par une agence de développement, du réseau des chefs de projet territoire d'industrie, donc dans le cadre de ce que vient de détailler Jean-Baptiste. Ils pourront être développeurs en région ou donc en intercommunalité. 92% des intercommunalités ont désormais un service de développement économique. Donc, on a la garantie d'une grande diversité des profils et c'est aussi l'une des grandes satisfactions de ce parcours, c'est qu'il réunit donc les 6 réseaux avec le RENET, le CNER, Interco de France, Région de France et la Direction des territoires d'industrie, plus l'association des DG de Communauté de France, tous ces réseaux en lien avec le développement économique. Donc, c'est en soi déjà une très grande satisfaction, une grande innovation. Comme Jean-Baptiste l'a dit, une approche à 360 des questions du développement économique, et ça nous tenait vraiment à cœur d'élargir le sujet du développement économique aux questions aujourd'hui qui se posent dans les territoires autour de la sobriété, mais ça, Magali y reviendra, et des transitions démographiques et numériques. Et enfin, c'est aussi, et ça c'est en soi un élément clé qui nous semble important de souligner chez Interco de France, mais aussi de la part de l'ensemble des partenaires, une vraie reconnaissance de la complexité de ce métier et de la richesse de ce métier par le biais d'une certification qui est donc désormais apportée à ces développeurs économiques qui demain s'inscriront dans ce parcours et qui pourront faire valoir cette compétence spécifique parce qu'on est, comme vous le savez, sur le terrain, des moutons à 5 pattes et parfois difficile à identifier. Or, l'avantage de cette certification, et c'est aussi pour ça qu'on s'est battu dans la construction de ce parcours, c'est de donner, avoir désormais les compétences associées à ce métier, qui sont à la fois des compétences d'animation, des compétences de planification, de conduite de projet, des compétences, bien sûr, derrière d'expertise technique sur le foncier, sur un certain nombre de sujets. Mais il y a aussi beaucoup de compétences, de liens, d'animation de l'écosystème, et c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté, et on espère que à la fois la formation et la certification permettront à ceux qui s'inscriront dans ce parcours de faire valoir cette dimension clé du savoir-faire du développeur économique d'aujourd'hui et encore plus demain. Voilà, donc ravi de l'intérêt que vous portez à ce parcours qu'on a créé avec des développeurs économiques pour des développeurs économiques. Donc, je serai très à l'écoute de vos remarques et de vos réactions, puisque c'est aussi l'occasion aujourd'hui de voir comment vous accueillez ces propositions qui, je l'espère, répondront à une grande partie de vos préoccupations dans votre métier actuel et dans son évolution à venir. Merci à tous. Merci beaucoup, Charlotte. Donc, je donne la parole à présent à Maxime Schirer, qui est maître de conférence au CNAM et qui est notre correspondant pilote sur la mise en œuvre de ce parcours de formation. Oui, merci Aurore, bonjour à tous. Effectivement, l'établissement public a répondu présent à la sollicitation de l'Intercommunalité de France de faire cette formation et y adjoindre un certain nombre de partenaires dont nous avons fait la connaissance et nous sommes ravis aujourd'hui de faire cette proposition dans notre offre de formation.
voilà maintenant déjà 1 an et demi que nous travaillons à ce projet et l'aboutissement qu'on va vous présenter, nous en sommes fiers parce que c'est pas forcément facile de pouvoir faire travailler autant de partenaires avec des points de vue parfois différents, mais c'est ce qui donne finalement un certificat de spécialisation très intéressant. Vous le savez, le CNAM est un établissement singulier dans le monde académique. Maintenant, depuis 230 ans, nous œuvrons finalement à des demandes du corps social. Et cette année, nous portons ce certificat de développement économique. Alors, il est appuyé à une équipe qui, bien évidemment, travaille déjà sur les questions territoriales, puisque je dirige un master qui s'appelle Master Territoire et qui travaille sur les stratégies territoriales. Et l'équipe notamment du CNAM, puisque comme l'a rappelé Charlotte, en fait, nous avons une équipe qui provient de l'ensemble des partenaires et qui sont vraiment dans la profession du développement économique, mais aussi dans le champ académique sur la partie CNAM. Nous avons engagé à la fois des gens qui travaillent dans le master et dans la licence territoire. Je le fais rapidement pour ne pas prendre trop de temps, mais également d'autres enseignants d'équipes de prospective territoriale, ce qui donne on va dire effectivement, comme Charlotte l'a rappelé, une ouverture très intéressante pour vous présenter ce certificat. Voilà, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps pour laisser Magali faire sa conférence et puis de toute façon, on reviendra plus précisément ensuite sur la constitution de ce certificat. Merci. Très bien, merci beaucoup Maxime. Donc effectivement, nous avons le plaisir à présent d'accueillir Magali Talandier, qui est professeure en urbanisme et aménagement du territoire à l'Université Grenoble-Alpes, pour une mini-conférence sur la thématique du développement économique territorial. Donc, dans ce cas, nous avons demandé à Magali de travailler sur deux questions principales. La première, un peu à rebrousse-poil de notre chantier, c'est de se dire que justement sur le développement économique, si on ne fait rien, que se passerait-il pour les développeurs économiques, pour les territoires et les entreprises? Et la seconde question est de pouvoir vous présenter à vous, développeurs économiques territoriaux, les chantiers à intégrer pour intégrer les principales transitions à l'œuvre, notamment les transitions démographiques, écologiques et numériques. Donc voilà, vaste chantier. Magali, on vous laisse une vingtaine de minutes pour votre intervention. Vous avez un support et puis on prendra un temps de questions-réponses à la suite de votre présentation. Très bien, merci Aurore. Ravie d'intervenir dans le cadre de ce lancement d'une formation qui est proposée par le CNAM. Donc moi, j'interviens aujourd'hui, pas dans la formation par ailleurs, mais pour un peu partager mon sentiment en tant qu'économiste spécialiste des questions de développement, qui participe à de nombreux projets et accompagne les collectivités sur ce changement de focale et ce changement des métiers. Et donc, je vais un peu essayer en 20 minutes, de façon rapide, de partager ce que disait un peu Aurore, c'est-à-dire en gros d'où l'on vient, quel est l'état des lieux et comment ça fonctionne aujourd'hui, et puis idéalement, les questions et les perspectives qu'il nous faut ouvrir et sur lesquelles, en effet, peut-être que la plupart des développeurs pourraient être accompagnés sur ces changements. Donc, un petit support pour partager quelques cartes, quelques schémas, quelques idées, avec cette intention donc de renouveler le développement économique local. Donc, comme je vous disais, 3 points, d'où l'on vient, donc montrer que quand même les transitions, on en a vécu un certain nombre, que les changements aussi de paradigme économique ont un impact direct sur notre rapport au territoire et que donc la combinaison qui est au cœur, moi, de mes travaux, à savoir économie-territoire, fait sens et continue de faire sens. Deuxième point, ce nécessaire changement de modèle. Pourquoi on raconte ça, outre les questions évidemment environnementales, mais par quoi ça se caractérise? Et puis quelques points en effet plus prospectifs sur cette difficile conciliation entre des enjeux socio-économiques et des enjeux peut-être, disons, socio-écologiques. Alors, des premiers points vraiment très rétrospectif, puisque là, je repars de travaux que j'avais mis un peu en lumière il y a quelques temps sur les grands bouleversements de notre rapport à l'espace, de notre rapport à l'habité. Là, vous avez 2 cartes. Une carte
de la densité des populations avant la révolution industrielle et une carte, alors là, quand j'avais fait les travaux, c'est 2017, mais on l'actualiserait, on aurait la même géographie des densités. Donc vraiment une France qui était extrêmement rurale avec une occupation de l'espace qui avait à voir avec le modèle économique qui était un modèle agraire, donc on habite au plus près de sa force de travail qui est la terre, donc avant la révolution industrielle. Et puis la France d'aujourd'hui, celle en effet où la population s'est concentrée dans les villes, dans ce qu'on a appelé les métropoles, donc les villes et leurs couronnes périurbaines, et aussi dans des corridors, on voit bien, d'accessibilité, dans des espaces touristiques. Donc vraiment un changement profond de notre rapport au territoire, au regard aussi des changements économiques. C'est la même chose, ces cartes-là sont aussi des cartes de densité, mais vous savez, dans ces cartes qu'on appelle des anamorphoses, c'est-à-dire que la carte déformée, j'ai déformé les cartes au prorata de la population pour bien montrer ce phénomène, en effet, de métropolisation. Donc, une carte quasiment en équidensité avant la révolution industrielle, et puis la France des métropoles, des périphéries, des espaces touristiques, tels qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, ce que j'ai essayé aussi de formaliser, c'est ce passage d'un modèle à un autre. Et on arrive un peu au sujet là, de ma présentation. C'est-à-dire que des modèles économiques, des paradigmes économiques, on en a eu. Ils avaient un impact territorial, ils rendent compte d'une occupation territoriale. Et l'hypothèse que je fais, mais que nous sommes nombreux à faire, c'est que nous sommes dans un changement de paradigme qui va forcément aussi amener des changements territoriaux, des changements de rapport à l'espace. Et donc, moi, c'est là-dessus que je travaille et que j'essaie un peu d'accompagner les territoires avec lesquels je suis en lien. Donc, on est passé, vous voyez, avant la révolution industrielle, d'un modèle agraire, c'est le modèle économique, une forme culturelle, ça c'est plutôt des travaux de sociologie qui étaient traditionnels. La figure spatiale qui domine, c'est le rural, c'est les cartes que je vous ai montrées, c'est une France rurale où on vit de façon assez conséquente dans ces espaces de faible densité. Et puis, j'ai aussi tout un travail sur l'analyse des inégalités territoriales, où là, on est dans un monde où les inégalités territoriales sont encore très faibles. Transition majeure, révolution industrielle, exode rural. On arrive à la France de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui est cette France industrielle, le monde moderne. On a des figures spatiales très régionales parce qu'on a des régions industrielles qui se sont développées, le nord, l'est, la région francilienne, et des inégalités territoriales qui sont maximales. J'avance un peu vite, ça c'est question passée. Nouvelle transition, nouvelle transformation, essor d'une économie tertiaire, croissance urbaine qui l'accompagne, et on en arrive au modèle dont on a beaucoup parlé depuis 30 ans, qui est ce modèle métropolitain, avec ce qu'on a appelé une économie de la connaissance. Je dis modèle cognitif, mais c'est vraiment cette idée du tertiaire supérieur, de cette concentration des moyens, des savoirs, des hommes, du pouvoir dans les métropoles. Une forme hyper moderne parce qu'on est aussi dans une hyper mobilité et des inégalités qui se sont complexifiées. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais où selon l'échelle à laquelle on les observe, on n'a pas forcément les mêmes dynamiques d'inégalité. Là où l'on en est aujourd'hui, c'est, à mon sens, évidemment, cette transition écologique et cette révolution numérique. Et de la même façon que dans le passé, ces transitions ont eu un impact sur le paradigme économique, sur la sociologie culturelle, sur notre rapport à l'habité, notre rapport à l'espace et sur les inégalités territoriales. C'est tout ce processus d'adaptation, d'anticipation, de transition que finalement les développeurs économiques doivent aussi dans leur métier accompagner. Donc, évidemment, ces passages nécessitent une forte adaptation de nos outils, de nos méthodes, d'où l'enjeu aussi de se former et de proposer des formations pour accompagner ces changements. J'avance. Deuxième point de ma présentation, l'état des lieux. Donc, finalement, ce modèle métropolitain sur lequel on vit depuis une trentaine d'années, depuis la bascule des années 90, avec l'essor du numérique et puis une globalisation accrue. Donc, ce modèle-là, qui a un impact spatial, qui est la métropolisation, ce modèle, moi, je pars du postulat qu'il est en crise parce qu'il repose quand même sur cette idée qu'on est dans une croissance infinie, dans un monde globalisé, avec des ressources
disponibles et on sait évidemment, on le savait largement avant les 30 dernières années, mais c'est des choses qui sont en train vraiment de monter en puissance, que les ressources sont finies, que les aspirations des travailleurs sont en train de changer. Et donc, ce paradigme est selon moi, en tout cas, en crise. Ça ne veut pas dire qu'il va disparaître, hein, ça ne veut pas dire que c'est le grand soir et la grande révolution. Donc, on va garder les traces du modèle industriel, les traces du modèle métropolitain, mais émergent de nouvelles conceptions de l'économie, de nouvelles conceptions pour penser l'entreprise, favoriser l'emploi, créer des richesses, etc. Alors, pourquoi ce modèle est en crise? Parce que, là, je vous le mets avec des mots, mais si on rentrait dans les modèles économiques, on pourrait avoir ça sous forme d'équation quasiment. Donc, ce paradigme du modèle métropolitain, de la nouvelle économie géographique, ça s'appelle, il repose sur une déconnexion spatiale des fonctions économiques, c'est-à-dire qu'on est arrivé dans un monde hyper spécialisé d'un point de vue spatial, donc des territoires où l'on produit, des territoires où l'on consomme, des territoires où l'on vit selon les âges de sa vie. Donc, on a une hyper spécialisation des territoires qui génère du coup une hypertrophie des flux, hein, donc une globalisation des flux liée aussi à ces spécialisations économiques dans l'espace. L'innovation technologique qui est au service de la croissance économique. On a vraiment énormément de choses là-dessus, sur les pôles de compétitivité, sur les clusters, etc. Une préférence des travailleurs, notamment hyper qualifiés, pour la grande ville, et l'absence absolument totale de prise en considération des questions environnementales dans les modèles économiques. Donc ça, si vous voulez, si on ouvre la boîte des modèles, des paradigmes économiques qui tiennent toute la politique actuelle du développement éco, c'est ça que l'on retrouve dans le modèle et c'est ces éléments-là, un par un, que l'on peut aujourd'hui remettre en question et en tout cas au moins s'accorder sur le fait qu'ils ne sont plus soutenables. Donc évidemment, toutes ces choses-là impactent, et je vais très vite, hein, mais le métier du développeur économique, et vous êtes évidemment encore mieux placé que moi pour en percevoir les décalages, mais par exemple, hein, c'est vrai que toutes les politiques qui reposent sur l'extension, l'aménagement du foncier dédié, aujourd'hui, on se rend compte que c'est des choses sur lesquelles il va falloir largement repenser nos façons de se faire. L'idée aussi de marketing territorial, d'attractivité, de compétitivité ont été largement questionner pour aller plutôt vers sobriété, résilience, donc on change de registre. Et puis, ces questions hein, de RH, de formation, on sait aujourd'hui que la tension sur les ressources humaines est très forte, on sait aussi qu'il y a une crise des vocations, que les travailleurs, les salariés ont parfois pour certains de nouvelles aspirations, et tout ça, c'est des choses qui remontent du terrain, évidemment, quand on est développeur éco et qui nécessitent une adaptation du métier et des façons de faire. Alors, la grande question, enfin, en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je la formule pour terminer mon exposé, c'est qu'il nous faut arriver à concilier les enjeux socio-économiques, qui étaient jusque-là au cœur un peu des préoccupations, hein, avec des enjeux socio-écologiques. Et de façon un peu caricaturale, hein, vous voyez, je vous dis, il faut finalement articuler développement économique classique, entre guillemets, et soutenabilité, sobriété, hein, on peut utiliser plusieurs termes, mais vous voyez, l'idée de vraiment préservation des ressources. On a deux, finalement, modèles un peu qui restent relativement orthogonaux. C'est la croyance absolue dans la technologie, la green tech, la croissance verte, donc la solution viendra de la tech et finalement, on ne change pas de modèle, en gros, hein, on continue, mais en verdissant le modèle actuel, et puis des choses beaucoup plus radicales et engagées où certains économistes hein, prônent aussi la décroissance, la frugalité, donc cette idée de transition radicale. Moi, il me semble qu'à nos échelles territoriales, selon les contextes, selon la situation passée, actuelle, les enjeux sociaux, on doit pouvoir arriver à converger vers quelque chose qui n'est ni totalement, radicalement, je dirais presque opposé ou orthogonal à l'innovation technologique, mais ni non plus qui tend vers une croyance un peu aveugle en cette green tech. Donc, je pense qu'il y a des zones hein, vous voyez, un peu intermédiaires et en tout cas des possibilités d'adapter les nouveaux modèles ou la façon de faire du développement économique au XXIe siècle, quelque part entre ces deux horizons.
Alors, pour cela, et sans forcément rentrer dans le détail ici, parce que ce n'est pas l'objet, moi, ce que je fais du coup, quand voilà, je travaille avec des collègues sur des territoires pour accompagner ces changements, je pense qu'il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape du récit, qui est absolument, je pense, fondamentale. C'est-à-dire qu'il nous faut écrire de nouveaux récits, prendre vraiment à cœur cette idée de nouvelles valeurs. Donc, comment on raconte finalement les objectifs, les enjeux du développement économique. Il faut évidemment des nouveaux modèles, parce que tout ce que l'on se raconte là tient sur des modèles, comme je vous disais, pas mis en équation, mais qui sont fondamentaux. Donc, on a de nouveaux modèles qui émergent. Je crois beaucoup aux coopérations territoriales parce qu'en effet, il faut réinventer les coopérations territoriales au regard de ces nouveaux enjeux économiques, des nouveaux outils et des nouvelles méthodes, parce qu'il faut aussi être dans l'action et de façon très pragmatique, pouvoir engager ces changements. Évidemment, tout ça, ça nécessite de renouveler les compétences, d'où évidemment l'intérêt de ce type de formation qui vous est proposé là par le CNED. Des nouveaux récits, alors quelques exemples, hein, on parlait de milieux innovateurs, j'ai pas mal de collègues qui essayent d'avancer sur le concept de milieu valuateur, c'est-à-dire comment on n'est plus tant dans l'innovation technologique, mais plutôt dans redonner de la valeur à ce que l'on fait. On parlait de responsabilité des entreprises, des collègues aussi travaillent plutôt sur la capacitation territoriale des entreprises, c'est-à-dire tout ce que l'entreprise est en capacité aussi de co-construire avec le territoire. Les usines sont devenues des tiers-lieux. Les ouvriers sont devenus des makers, les pôles de compétitivité invitent plutôt à de la nouvelle coopération territoriale. Bon, c'est des exemples, mais pour dire que les mots comptent et qu'on ne raconte pas la même chose selon les termes que l'on choisit pour parler des enjeux, hein, des perspectives. Hein, ça s'adresse aussi à la façon aussi dont les élus peuvent mettre en mouvement leur territoire sur ces questions au regard de nouveaux récits. Des récits qui sont systémiques et complexes, c'est-à-dire que, par exemple, hein, l'enjeu de la réindustrialisation est majeur, sauf que réindustrialiser au XXIe siècle, ça n'a rien à voir avec la réindustrialisation qu'on a connue, ou l'industrialisation qu'on a connue, évidemment, dans le XXe siècle. Donc, réindustrialiser au XXe siècle, en préservant les ressources, en se rendant compte de l'acceptabilité sociale des projets, en faisant attention à la sobriété, et tout ça, évidemment, c'est source de tension, et c'est source d'interaction. C'est-à-dire que si on appuie sur un bouton d'un côté, ça provoque une tension ou une réaction de l'autre, et les choses ont changé. C'est plus tant de la compétitivité que de la frugalité. Donc, vraiment, là aussi, je travaille pas mal sur la question de la réindustrialisation des territoires, et notamment des territoires ruraux, et on voit que tous ces leviers que l'on actionnait plutôt facilement, entre guillemets, mais en tout cas qu'on savait actionner dans le passé, se retrouvent aujourd'hui très vite contestés ou mis en tension, ou en tout cas trouvent des verrous très forts. Il suffit de dire eau, il suffit de dire acceptabilité, il suffit de dire recrutement, et on sait que les entreprises nous racontent au quotidien leurs problématiques nouvelles sur ces sujets. De nouveaux modèles, alors ça c'est extrait du programme Rebond, c'est un programme que l'on mène avec la 27e région, l'ADEME, Intercommunalité de France, etc., où on a aussi cette démarche de dire il faut changer le développement économique et il faut accompagner les territoires pour ce changement de paradigme. Et donc on a travaillé sur des nouveaux modèles qui existent dans la littérature, qui ont émergé et qui peuvent être aussi des sources d'inspiration pour les territoires, pour avancer de façon un peu quand même, comment dire, encadrée, hein, sans être dans le flou, mais avancer des billes avec des nouveaux paradigmes. Les coopérations territoriales sont à évidemment réinventer. Là, je n'ai pas le temps non plus de détailler, mais je prends l'exemple des déchets de l'économie circulaire, qui est un exemple qui est aujourd'hui au cœur de la focale. Le déchet est devenu une ressource économique pleine, avec des enjeux de valorisation qui réinterrogent complètement les relations centre-périphérie, les relations ville, périurbain, campagne, et au prisme, ne serait-ce que de cet exemple-là, qui est de comment on gère aujourd'hui la ressource déchets, se réinventent, ou en tout cas doivent se réinventer, des formes de coopération. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit vraiment réémerger de façon forte le syndicat,
techniques pour la gestion de ces transitions. Donc ça aussi, ça pose pas mal de questions, hein, y compris de démocratie, etc. Mais voilà, c'est des sujets sur lesquels, au niveau en tout cas national et ou régional et local, il y a des choses à faire et à avancer. De nouveaux outils, je vous les ai mis le donut parce qu'il est très à la mode et très utilisé, mais ça fait partie, voilà, des nouveaux outils qui peuvent permettre de travailler autrement sur les questions économiques avec les autres services, parce que le décloisonnement des services au sein des intercos fait partie évidemment des enjeux et de la problématique. Et puis de nouvelles méthodes, hein, c'est tout le faire ensemble, tous ces labs que l'on voit émerger et qui nous racontent quelque chose aussi de ces nouvelles aspirations, de ces nouvelles façons de faire du développement économique. Voilà, et les collectivités territoriales sont au cœur de tout ceci. On était dans une logique exploitation des ressources pour gagner en compétitivité, ce que les économistes appelaient les avantages comparatifs. Il faut arriver à être dans une préservation des ressources pour gagner en résilience. Et on est là plutôt sur des avantages systémiques, c'est-à-dire en relation les uns avec les autres. Donc, jouer sur les complémentarités, réfléchir à la gestion des communs et puis être sur des modèles qui ne soient plus forcément extensifs, rentables, mais plutôt intensifs, durables. Et tout ça, évidemment, ça doit se décliner de façon très concrète et pratico-pratique dans les territoires. Voilà, je vous remercie. Je vous ai mis là trois... C'est pas pour de l'auto-promo, mais voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, de creuser ces sujets, je reste bien sûr joignable. Vous avez mon mail, mais j'ai aussi écrit voilà, trois bouquins de l'année précédente dans lesquels je développe de façon beaucoup plus détaillée ce que je vous ai dit là, j'espère de façon rapide, concise et quand même assez claire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Très bien. Merci beaucoup, Magali, pour cette intervention et cette mise en perspective des grands enjeux liés aux transitions, notamment économiques, et à l'importance de mettre en place des coopérations territoriales pour y répondre. Vous avez évoqué quelques outils et méthodes que nous aborderons justement dans le parcours de formation. J'en profite pour répondre à la question qui a été posée sur l'économie sociale et solidaire, qui sera en effet abordée lors de la formation. Est-ce que vous avez des questions en réaction à l'intervention de Magali Talandier? Je vois effectivement une question, Magali Talandier. Est-ce qu'il s'agit de préserver les ressources pour gagner en résilience ou plutôt de transformer des déchets en ressources, notamment, ou trouver de nouvelles ressources générées? Une question dans le module questions-réponses. Est-ce que d'autres intervenants souhaitent poser des questions à Magali ou réagir? Je confirme que la présentation, le support de présentation sous le contrôle de Magali pourra être diffusé. Si Magali est d'accord pour qu'on puisse diffuser son support de présentation. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, je peux déjà répondre à celle-ci, vite fait. Alors, c'est un peu en effet deux choses différentes. C'est-à-dire que quand je disais préserver les ressources, c'est plutôt les ressources, on va dire, naturelles, hein, eau, énergie, sol, biodiversité. Donc là, on est aujourd'hui vraiment plutôt en train de se rendre compte que la préservation est évidemment absolument indispensable et pour autant on est dans des modèles économiques qui n'étaient quand même pas pensés pour les préserver nécessairement. Donc comment on continue à créer de la richesse pour pouvoir en effet la partager et avoir aussi une réponse aux enjeux sociaux sans que ce soit couplé à l'intensité de pression sur ces ressources. Donc ça, c'est la première chose. Et le déchet, alors peut-être faudrait, en français, on n'a qu'un mot, donc mais le déchet comme ressource, c'est pas une ressource naturelle pour le coup, mais c'est un input, quoi. C'est quelque chose qui était rejeté vers les périphéries, et aujourd'hui, le déchet devient vraiment convoité, et pas nécessairement à des fins de modèle durable, c'est-à-dire que là aussi, sur les questions d'économie circulaire, c'est un très vaste sujet, mais on peut très bien avoir une gestion du déchet
dans la proximité la plus vertueuse possible. Mais on peut aussi très bien aujourd'hui avoir des logiques de filières d'exploitation des déchets qui sont complètement globalisées, avec y compris des conditions de travail absolument scandaleuses dans certains pays, où on achète sur back market nos smartphones, pas forcément reconditionnés dans des formats extrêmement durables et vertueux. Donc, en effet, le déchet est tellement aujourd'hui convoité, il y a une source de valorisation possible telle que l'on peut soit, en effet, le gérer, vous voyez, dans un format de nouveaux modèles économiques et de nouvelles aspirations, où on peut l'injecter dans le modèle actuel, complètement globalisé et finalement à impact sur l'environnement extrêmement négatif aussi. Donc, c'est pour ça que je disais que dans ce rapport-là, c'est un exemple pour montrer que les territoires ont intérêt à coopérer pour justement essayer d'inventer de nouvelles formes d'économie circulaire plutôt dans la proximité et pas forcément qu'avec l'ESS, parce que derrière l'économie circulaire, vous avez tout le relais ESS, les recycleries, donc voilà, donc le micro-modèle local très, très stimulant, très intéressant, mais on n'est pas sur les tonnages impactants des déchets. Et puis vous avez l'économie circulaire au sens industriel du terme, et où là, il y a des enjeux très très forts sur lesquels d'ailleurs les territoires sont tout à fait conscients et travaillent. Hein, mais... Merci Magali. Il y a d'autres questions qui sont en train d'arriver. On ne pourra sans doute pas toutes les prendre, mais peut-être, Magali, quand vous indiquez que les déchets industriels sont générés en milieu rural, n'est-ce pas lié au fait que le foncier en périurbain se raréfie et que les grands ensembles industriels sont obligés de s'installer en campagne? Et Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a en effet des effets structurels. C'est-à-dire que plus de déchets industriels vont être produits dans les campagnes, non pas parce que les campagnes ne sont pas vertueuses, mais parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en effet, l'industrie rurale est une forme d'industrie extrêmement d'ailleurs encore dynamique ou qui se redynamise et à très forts enjeux. Mais oui, il y a plus de déchets industriels dans le rural parce qu'il y a plus d'industries de type à générer des déchets dans le rural. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde de façon plus détaillée où sont produits les déchets, comment ils sont valorisés, éliminés, et c'est là qu'on voit en effet tout un intérêt croissant des métropoles pour une valorisation notamment énergétique de déchets, etc. Donc là, il y a un repartage des rôles qui est intéressant parce que ce sont quand même les grandes agglomérations qui ont les leviers, les financements pour créer des métastructures de valorisation qui peuvent aussi profiter aux espaces ruraux environnants. Donc, vous voyez, le partage des tâches est un peu en train de se renégocier. Enfin, en tout cas, nous, on voit ça par exemple sur Grenoble, avec un gros projet de syndicat mixte pour gérer justement une installation de valorisation où la métropole est largement partie prenante et qui peut aussi finalement bénéficier au territoire périphérique. Mais c'est un exemple parmi d'autres pour dire que les coopérations territoriales sont au cœur quand même de tout ce que l'on raconte sur ces questions économiques. très bien. Mais justement, Magali, il y avait une question pour savoir si vous aviez des exemples de récits de territoires ou entreprises réinventées. Donc, vous venez de citer Grenoble. Oui, alors des récits de territoire, justement, dans le programme Rebond dont je vous parlais, donc il y a un programme où il y a un blog, vous pouvez trouver ça sur le site de la 27e région, on travaille, donc ça c'est hyper intéressant parce qu'on travaille avec des collectivités territoriales embarquées dans le programme et qui vont jouer le jeu de l'expérimentation, donc ils vont vraiment aller jusqu'à la mise en opération concrète de dispositifs de changement. Et donc, on voit, alors les collectivités évidemment qui sont rentrées dans le dispositif, c'est qu'elles étaient aussi quelque part déjà en mouvement sur ces transitions, mais on voit en effet des récits qui émergent tout à fait différents et le nombre de territoires qui nous contactent en disant on veut sortir de la compétitivité, l'attractivité, on se rend compte qu'aujourd'hui on a besoin vraiment de repenser la sobriété, de la mettre en œuvre, donc ça c'est majeur. Et puis alors du côté des entreprises, ça bouge très vite, c'est-à-dire qu'en effet là la vision qui est un peu de dire que les entreprises privées, faut les amener à s'adapter, il y a vraiment beaucoup, de façon très pragmatique, énormément d'entrepreneurs qui ont changé de récit, changent de façon de fonctionner, soit parfois
ne serait-ce que pour répondre aux aspirations de leurs salariés ou engager, trouver des ressources RH, mais aussi tout simplement parce qu'ils fonctionnaient avec tant de mètres cubes d'eau consommés par an, eh ben, aujourd'hui c'est plus possible, ou le coût, l'explosion du coût énergétique leur a fait prendre conscience qu'ils devaient complètement changer leur process. Donc ça, oui, ça c'est vraiment partout dans tous les territoires que l'on rencontre ces changements de récit. Et il y a plein d'initiatives, y compris au niveau des réseaux d'entreprises, pour aller dans ce sens-là. Merci Magali. Je prends peut-être deux dernières questions. Alors, une qui demanderait plus de quelques minutes, je pense, pour y répondre. Dans cette voie médiane que vous préconisez, Magali, quel changement dans les modèles économiques des entreprises? Quels invariants voyez-vous quels invariants sont nécessaires? Voilà, sur le modèle économique. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est intéressant de le penser en invariant. Moi, c'est pas vraiment comme ça que je le formulais, mais c'était un peu, je crois, la même idée. Je suis passée vite sur cette slide, mais c'est l'idée aussi que, quand je vous disais, c'est pas non plus la révolution du grand soir, c'est-à-dire que l'émergence de nouveaux modèles ne met pas fin aux anciens modèles. Donc, dans le schéma, la par strate que je vous ai montré, en fait, c'est pas des cycles, contrairement à ce qu'on fait en économie d'ailleurs. Je ne raisonne pas par cycle, mais je raisonne plutôt par sédimentation, c'est-à-dire que l'émergence de nouveaux modèles, de nouvelles aspirations vient transformer le modèle précédent sans le faire disparaître. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je disais l'économie métropolitaine, l'économie cognitive, les clusters, les pôles de compétitivité, ça n'a pas vocation à disparaître, et tant mieux, c'est pas ça le sujet, mais c'est que la montée en puissance de nouvelles aspirations, de nouvelles valeurs, de cette prise en compte des ressources énergétiques, eau, etc., viennent forcément bousculer le modèle métropolitain. Donc, il y a des invariants, c'est-à-dire qu'on va retrouver de l'agriculture, de l'industrie, de l'économie de la connaissance, mais repensé au prisme des enjeux de transition écologique, y compris forte, hein, et d'adaptation. Et donc, toute la question, enfin, il me semble, hein, de la formation aussi, ou en tout cas des échelles auxquelles nous, on travaille, nous tous on travaille, c'est comment parce que c'est quand même des grands enjeux méta finalement, hein, et à minima européens, mais comment les collectivités territoriales peuvent finalement faire avancer quand même aussi à leurs échelles ces pions-là. Et ça, on sait que dans les questions de transition écologique, le local, enfin, on voit, hein, la place qu'occupe le local dans tous les sujets de transition, on voit qu'il y a quand même une proximité avec les acteurs publics, privés, citoyens, qui permet quand même voilà, un accompagnement des changements, même si on a besoin de réglementation, évidemment de décisions méta pour que ça s'accélère. Mais la marge de manœuvre locale est loin d'être négligeable, quoi. Mais donc voilà, vous avez raison sur les invariants, c'est-à-dire c'est pas un effacement du passé, c'est au contraire comment on compose avec ce passé pour inventer un nouvel avenir de nos questions économiques dans les territoires. Merci Magali. Une toute dernière question, peut-être sur le modèle EIT, donc écologie industrielle et territoriale, sur les coûts de transaction. Les entreprises n'internalisent pas les coûts de coopération pour tenter de faire émerger de nouveaux circuits. Comment trouver les bons modèles économiques? Ouais, c'est hyper précis, hein. Je la vois. En plus, je l'ai pas vu. Alors, elle a été posée deux fois, donc je me permets Alors, tu peux me la redire de la relayer. Oui, sur le modèle de l'EIT, l'écologie industrielle et territoriale, sur les coûts de transaction, sur le fait que les entreprises n'internalisent pas les coûts de coopération pour tenter de faire émerger de nouveaux circuits. Comment trouver les bons modèles économiques? Ce qu'on vous propose, c'est de traiter cette thématique dans le parcours de formation du CNAM, de le développer cette occasion. J'ai le droit de dire que je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est une bonne question. Non, après, en plus que je ne sais pas dans la question, c'est parce qu'il y a deux échelles. C'est ça aussi qui est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'on a l'échelle territoriale, c'est-à-dire on a le développement économique territorial tel que on peut le penser avec cette échelle un peu méso, où là, il y a toute la question en effet des coopérations, et l'EIT met en œuvre, hein, des coopérations interterritoriales, mais il y a l'autre niveau qui est plus micro, j'ai l'impression que la question était plus là-dessus,
c'est-à-dire au niveau vraiment de l'entreprise, des entreprises elles-mêmes sur le changement de modèle de gestion ou de gouvernance ou de mise en œuvre au niveau des entreprises. Alors, c'est vrai que moi, j'interviens beaucoup au niveau méso, c'est-à-dire que tous ces changements micro et macro, j'essaye de voir comment ça converge et comment ça nous raconte quelque chose sur ce que peuvent faire les collectivités territoriales et que je suis moins spécialiste de microéconomie ou de gestion, etc. Mais là, vous avez raison, c'est-à-dire que là, il y a un champ énorme et vous, les développeurs économiques, vous êtes en première ligne avec les entreprises et ces renouvellement de modèles de gestion de l'entreprise sont nombreux. Enfin, je veux dire, je pense même que c'est en avance par rapport aux questions que l'on peut se poser à des échelles méso et territoriales. Donc je n'ai pas de réponse sur comment la microéconomie ou la question de la gestion et de la gouvernance des entreprises intègre ces coûts de transaction. Mais moi, voilà, j'essaye de voir au regard de ça comment la collectivité peut aider ou pas, enfin, ce type de changement. Un grand merci Magali pour votre présentation et de vous êtes aussi prêtée à ce jeu des questions-réponses. Merci aussi à vos questions des développeurs économiques territoriaux qui nous donnent aussi votre point de vue et les besoins aussi qui émergent et qui font bien le lien avec les contenus de la formation que nous allons vous présenter dans une séquence suivante. Merci beaucoup Magali. Avant d'arriver au cœur du sujet de la présentation du parcours de formation, je propose que les autres partenaires de l'offre de formation puissent nous dire quelques mots. Et je donne la parole tout d'abord au RENET, donc au Réseau national de l'économie territoriale, Annabelle Coufourier-Ferrol, présidente du RENET. Oui, bonjour. Et effectivement, merci d'avoir précisé ce qu'était le RENET, puisque c'est pas toujours évident de savoir ce que c'est, notamment quand on l'appelle ERNET. Donc, c'est un réseau d'échange national qui a été créé il y a plus de 30 ans. Donc, on est assez ancien, animé par des développeurs économiques bénévoles, j'insiste, et pour des développeurs économiques territoriaux. Et notre objectif est de structurer une boîte à outils enrichie d'expériences pratiques et d'accompagner ainsi notre propre montée en compétences. Et c'est avec cette philosophie que nous avons contribué à l'élaboration de la formation développeur économique territorial qui va vous être présentée en détail. Nous avons partagé ce qui sont pour nous les enjeux terrain que nous rencontrons au quotidien et nous serons présents dans cette formation également sur les enjeux métiers et sur les cas pratiques pour lesquels nous faisons appel aux développeurs du réseau. Donc voilà, c'est vraiment, on s'appuie vraiment sur nos membres. Et l'intérêt de cette formation pour vous, au-delà de développer un socle de connaissances, c'est bien de faire aussi promo. J'avais beaucoup apprécié cet enjeu d'avoir un collectif, de ne pas se retrouver seul. Donc si vous avez des questions métiers, que vous dites là je suis pas très à l'aise, là je suis un peu seule, allez-y, là vous aurez vraiment le socle, vous aurez tout pour réussir et en plus vous ne serez pas seul puisque vous serez dans une promo et on vous propose aussi évidemment d'adhérer au réseau si vous le souhaitez. Je vous mets toutes les informations dans le chat et n'hésitez pas à revenir vers moi si besoin. Voilà. Merci beaucoup Annabelle. Je donne la parole à présent au CNER, qui est la Fédération des agences d'attractivité, de développement économique et d'innovation. Mathieu Dejouy, délégué général. Oui, merci Aurore. Bonjour à toutes et à tous. Oui, le CNER, donc la Fédération des agences d'attractivité et de développement économique depuis maintenant 1952, donc 72 ans. 124 structures en France qui mènent des missions d'attractivité économique, de développement endogène, exogène. Ils gèrent aussi des marques territoriales, aussi de l'ingénierie territoriale. Enfin, je ne vais pas tout vous expliquer aujourd'hui, mais je serai ravi de le faire plus tard. On est heureux de rejoindre cette démarche. Les développeurs économiques sont de véritables couteaux suisses en première ligne, comme l'a si bien dit Magali Talandier, et ils doivent s'adapter aux problématiques, qu'elles soient liées au foncier, à l'accélération des transitions, tout en animant des écosystèmes, des réseaux d'entreprises. Et justement, je voulais aussi remercier Magali Talandier d'avoir posé le contexte. Nous avions apprécié votre intervention au Forum des Véco à Nancy, c'était il y a 2 ans déjà. Mais vous venez de le dire, nouveaux récits, nouveaux modèles, nouvelles coopérations. Là, on a la somme de tous ces nouveaux qui sont en fait l'évolution des métiers. Et cette formation y répond, forme de véritable couteau suisse. Un développeur aujourd'hui va parler d'aménagement du foncier, de marketing territorial, avec une notion d'hospitalité, de verdissement d'industrie, ça peut aller, c'est large. Et donc, on a besoin de couteaux suisses et la formation est un sujet crucial. Et donc, on est heureux de rejoindre cette démarche-là.
Donc, on se doit de la rejoindre, de la soutenir, d'intervenir, notamment au sein de ce programme. Et donc, on sera ravis de participer à cette démarche. Merci aux partenaires et pour cette initiative surtout. Merci beaucoup, Mathieu. Pour Région de France, je donne la parole à Sina Sabet, conseillère économie, notamment. Bonjour à tous. Donc oui, Sina Tabé, conseillère développement économique à Région de France. Donc nous, c'est tout naturellement que nous sommes partenaires puisque, comme vous le savez, en fait, la compétence développement économique est une compétence régionale qui est octroyée aux régions par la loi NOTRe de 2015. Elles sont chefs de file, elles ont un certain nombre de documents structurants qui posent la vision stratégique et l'organisation territoriale de la compétence économique. Nous avons notamment les SRDE2I, donc les schémas régionaux de développement économique, et les SRESRI, donc les schémas régionaux de recherche et d'innovation. Nous, on est vraiment partenaire de cette formation principalement par cet angle de coopération territoriale. Déjà, nous sommes recruteurs de développeurs économiques. Le métier de développeur économique en région n'est pas forcément le même. Il est un petit peu plus spécialisé. Il est beaucoup plus tourné vers l'Europe. Les régions font de l'aide aux entreprises, de l'aide directe aux entreprises. Donc, on est vraiment en complémentarité avec les agences de développement économique, avec les intercommunalités. Et c'est ça que nous allons nous attacher à apporter dans la formation, puisque nous animons aussi des modules. C'est cette vision région et Europe qui est absolument importante et fondamentale aujourd'hui dans le métier d'Eveco, puisque la plupart des fonds, les fonds régionaux qui sont utilisés dans le soutien aux entreprises et à l'économie sont partagés avec l'Europe dans le cadre du FEDER. Et nous allons aussi nous attacher à montrer toute l'importance de la coopération territoriale et du couple interco-région, qui est aujourd'hui un couple qui monte, qui se structure, qui travaille ensemble à travers différents programmes nationaux. C'est le cas, par exemple, de Territoire d'industrie, à travers le déploiement de plusieurs feuilles de route et stratégies. C'est le cas de la stratégie hydrogène, c'est le cas de certaines stratégies d'industrie agroalimentaire dans certaines régions. En tout cas, voilà, nous, c'est un petit peu dans le cadre de ce partenariat, ce que les régions vont apporter dans le cadre de la formation. Le métier de développeur économique, qui est très couteau suisse en interco, est aussi très, très couteau suisse côté région, très spécialisé et un peu différent. C'est quelque chose à avoir en tête, je pense, dans une construction de carrière de long terme. C'est-à-dire que le métier de Deveco est à la fois couteau suisse dans ses compétences, mais aussi dans sa géographie. Vous pouvez être amené à tester différentes mobilités, différentes échelles, et ça rend le travail encore plus passionnant. Et puis on va aborder en fait techniquement et opérationnellement tous les aspects de la technicité de ce travail avec les élus, avec les différentes échelles, avec les partenaires, avec les réseaux, en s'attachant, nous, de notre côté, à donner un petit peu l'éclairage région aux contenus qui vous seront apportés dans cette formation. Donc, on est absolument ravis, puisque c'est vrai que le métier de développeur économique, comme le soulignait Madame Talandier, est un métier qui évolue, qui s'inscrit d'ailleurs, et on insiste beaucoup là-dessus parce qu'en région, c'est vraiment la vision qu'on porte qui s'inscrit dans ces nouveaux paradigmes sociologiques et écologiques, et de plus en plus, avec ces questionnements. Les régions sont constamment en train d'inventer de nouveaux dispositifs, de mettre en place de nouvelles modalités de financement. Donc voilà, c'est quelque chose qui techniquement et en termes de vision stratégique évolue, et on est ravis de pouvoir participer à cette collaboration et à ce certificat. J'en profite juste en 30 secondes pour répondre à la question de Monsieur Fraisse sur les coûts de transaction. Alors, nous, la vision qu'on en a de votre question, c'est que si, dans certaines mesures, les entreprises internalisent les coûts de coopération. Pourquoi? Parce qu'il y a des modalités de coopération qui leur permettent d'internaliser. Elles vont passer par des tiers qui vont être des spécialistes de coopération, qui vont les mettre en lien, qui vont mettre en lien les entreprises les unes avec les autres dans le cadre de projets collaboratifs. C'est le cas des pôles de compétitivité. Et à ce moment-là, la manière dont les coûts s'internalisent, c'est qu'elles vont être membres de pôles de compétitivité, bénéficier d'accompagnement dans le cadre de collaboration. Et ces collaborations, dans le cas précis là de l'innovation compétitivité, vont amener et ont bien pour but
d'imaginer de nouveaux circuits, d'imaginer de nouveaux process, de nouveaux produits, mais aussi de nouveaux modèles économiques, de nouveaux marchés, et avec la question de comment y aller à plusieurs. Il y a aujourd'hui différents canaux qui permettent, dans le cadre de collaboration et dans le cadre de détection de nouveaux circuits, de nouveaux marchés, d'internaliser des coûts de coopération. Et après, effectivement, comment trouver les bons modèles éco? Ça, c'est la grande question. Tout dépend du projet qui est mené, tout dépend du marché qui est visé, tout dépend de l'innovation qui est portée. Mais en tout cas, les modèles économiques vertueux finissent par se disséminer, et notamment via des têtes de réseau qui seront aujourd'hui qui seront vos futurs partenaires, ou qui sont probablement déjà vos partenaires. Ce sont les pôles de compétitivité, les PUI, les clusters, les missions French Tech, etc. Donc, des réseaux qui permettront de partager les bonnes pratiques. Aujourd'hui, en tout cas, trouver le bon modèle éco, il n'y a pas de vérité absolue, mais en partage de bonnes pratiques économiques, on est, je trouve, entre partenaires bien meilleurs, et on a vraiment envie de continuer à aller là-dedans. Voilà. Pardon. Je ne sais pas si ça a répondu, mais en tout cas, côté vision région de ce sujet. Merci beaucoup, Sina. Nous avons un dernier partenaire autour de la table, la DGCF, l'Association des directeurs généraux des communautés de France. Je vois que Martine Poirot, vice-présidente, est avec nous par téléphone. Je vais essayer de lui permettre de parler. Et si ça... Vous m'entendez? Très bien. Je ne suis pas par téléphone, je vous vois tous. Je Très suis bien, parfait. ordinateur, sagement j'écoute, et je ne pensais pas intervenir, mais que dire de plus? Simplement que l'intercommunalité de projet, elle est fondée sur, on va dire, juridiquement sur deux compétences socles, qui est l'aménagement de l'espace et le développement économique. Donc, de fait, on porte des projets de territoire finalement qui organisent spatialement l'activité. Enfin, je ne vais pas refaire les grandes théories, même si ça, je dirais que c'est la base de l'économie. On administre le territoire avec des acteurs divers et variés. On a porté pendant plus de 30 ans maintenant ces intercos, des dynamiques d'aménagement et de développement, on va dire, classiques. Et ce que vous disiez, Magali, évidemment, on est sur des nouveaux paradigmes. Les élus ont conscience de ces ressources limitées, comment valoriser les ressources territoriales. Donc, on transforme complètement le portage de nos projets de territoire, oui, d'aménagement et de développement, notamment avec du systémique. On essaie, parce que c'est compliqué aussi pour nous à nos échelles, hein. Même si on fait un peu de macro, on n'est pas encore en méso, mais on est en macroéconomie, en politique publique. Donc, cette formation est hyper intéressante. Évidemment, les dirigeants de l'Interco sont fortement impactés par ces nouveaux modèles. Alors, parler d'un modèle, bon, bref, je ne referai pas de la complexité sur une connaissance forte de modèles économiques, mais je trouve que Rebond a bien balayé tout ce qui peut exister en ce moment, aujourd'hui, sur les nouveaux champs d'investigation et de recherche en matière économique, et c'est super intéressant. Donc, évidemment que cette formation, je l'évoquais à la conférence de presse pour lancer cette formation, il est important de faire savoir qu'on professionnalise nos développeurs. Nos territoires sont très différents. C'est un subtil mélange entre des partenariats, et chaque région a une stratégie qui n'est pas la même dans sa relation aux EPCI et aux territoires. Elle développe, ces régions, des stratégies, des dispositifs, mais qui doivent aussi venir je dirais, en coordination avec l'approche territoriale et spatiale, puisque Magali parlait du centre et de la périphérie, de l'urbain et du rural. On voit très bien que les stratégies de développement sont très différentes. Par contre, elles doivent se compléter. Les grands enjeux doivent être compris par nos développeurs pour pouvoir justement, chacun à son niveau, apporter sa pierre à l'édifice. Voilà, c'est tout ce que je peux ajouter, mais en tous les cas, tout a été dit. Moi, je me félicite de cette initiative, je l'ai déjà dit à Charlotte, d'avoir pu mettre autour de la table tous ces acteurs. On voit bien que c'est compliqué, que le développement économique, il est global. Enfin, la logique économique est plus globale qu'une vision
uniquement de dispositifs d'aide aux entreprises, hein, c'est de l'aménagement du territoire. Enfin voilà, vous l'avez tous dit et bravo. Et j'invite fortement à ce que nos professionnels des territoires s'inscrivent à ce type de formation pour renouveler leurs compétences et s'ouvrir vers de nouvelles façons de concevoir le développement. Et aussi, dernier point rapide, on est quand même sur le terrain, donc on parlait de couteau suisse, on est aussi, les développeurs sont vraiment la porte d'entrée très souvent sur nos territoires, sont les guichets d'entrée du tissu économique et social. Donc ils se retrouvent quand même en, c'est pas un conflit de loyauté ou de légitimité ou de loyauté, mais ils sont quand même la porte d'entrée d'acteurs qui ont des visions microéconomiques, enfin de leur propre gestion, de leurs propres problématiques économiques et avec des élus qui veulent porter des orientations plus larges. Donc, ils ont effectivement une capacité, une posture à trouver. Et je pense que cette formation va les y aider, notamment en mixant finalement, toutes ces personnes qui viennent d'échelles et d'horizons différents. Voilà, c'est tout ce que je pouvais ajouter à cette ouverture, à ce webinaire d'ouverture de cette nouvelle formation. Merci beaucoup, Martine. Donc, vous l'avez compris, nous sommes un grand nombre de partenaires, acteurs, fédérations autour de la table pour vous proposer une offre de formation dédiée aux développeurs économiques territoriaux. L'ensemble de ces acteurs ont contribué à la construction et à la mise en œuvre de ce parcours. Donc, on vous propose de consacrer maintenant la dernière petite demi-heure au cœur du parcours de formation. Et donc, je vais donner la parole à présent au CNAM, donc Maxime, maître de conférence, et Inès, ingénieur pédagogique, pour vous présenter les modules de formation et les modalités d'inscription. Merci Maxime, Aurore. Normalement, c'est bon, mon micro est ouvert, vous devez m'entendre. parfait. Je vais partager mon écran avec une page internet. J'espère que vous la voyez. C'est bon? Très bien. Super. Effectivement, hein, c'est assez inédit pour le CNAM hein, d'avoir un diplôme ou en tout cas un certificat avec autant de partenaires. On est ravis finalement du résultat qui est sorti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous commenter la page internet du CNAM qui est dédiée à ce certificat. Je vais vous montrer comment vous pouvez accéder aux différents modules. Alors, si jamais, pour pouvoir d'abord accéder à cette page, soit vous faites tout simplement, en faisant un peu de publicité pour Google, développeur économique CNAM, et vous tomberez sur cette page-là. Et si vous avez entre les mains un fascicule ou notre plaquette de présentation, vous allez sur le cnam.fr, tout simplement. Je vais vous montrer ici. Vous tapez ici en haut le code de notre plaquette qui se situe en haut donc, de la plaquette de présentation. Et vous verrez ici que nous avons le certificat, ce qui nous fait arriver sur cette première page. Alors, bon, je ne vais pas revenir sur les objectifs, puisque quelque part, c'était la présentation que Magali Talandier a pu faire et puis des différents partenaires. Je vais m'attacher peut-être à vous décrire un peu le programme. Vous allez tomber sur une page Internet qui va décrire les différents modules. Alors, on appellera module, session ou unité d'enseignement. En réalité, il s'agit de la même chose. Et lorsque vous cliquez ici sur le petit numéro, vous tombez en fait sur une page qui est dédiée en fait à la description du différent module. Voilà, donc je vais passer rapidement, mais pour vous montrer qu'ensuite vous avez le programme des différentes journées. Alors, effectivement, il faut rappeler que pour participer à ce certificat, qui va donc s'étaler entre janvier et juin de 2025, ça sera des semaines qui seront dédiées. C'est-à-dire que les auditeurs vont arriver le lundi matin en région parisienne. On a souhaité pour cette première promotion d'avoir des promotions en présentiel. Depuis le Covid, vous vous doutez bien que le CNAM a testé différentes formules et on voit bien que pour faire cet effet promo qui a été rappelé par Martine Poirot, mais par d'autres partenaires, il faut qu'il y ait du présentiel pour qu'il puisse y avoir une meilleure interaction à la fois avec les enseignants qui sont présents, mais également au sein de la promotion, puisqu'il y a cette idée également voilà, de multiplier les expériences des uns et des autres. C'est pourquoi on a souhaité faire du présentiel avec des semaines dédiées. Les auditeurs arrivent le lundi matin, début des cours à 14 h et on finit les cours le vendredi à midi pour permettre à chacun de pouvoir retourner chez soi.
Donc ça, c'est un petit peu sur l'organisation des différents modules. Alors, si je devais vous décrire un peu l'idée de chaque module rapidement, hein, le premier module que vous voyez ici, il est plutôt dédié à l'environnement institutionnel et aux différentes évolutions finalement les collectivités ont vu. Hein. Quand je dis collectivité, c'est à la fois Interco, mais également à la fois la région. Et donc, c'est vraiment le paysage institutionnel, l'évolution du paysage institutionnel, à la fois sur les financements, sur les finances publiques, mais également sur la commande publique. Voilà, il y a une très grande diversité des thèmes qui vont être abordés dans ce module-là. Le deuxième module, il est plutôt voué à faire des éclairages sur les questions de prospective. Donc, à la fois étudier les dynamiques territoriales en cours, les différents enjeux qui sont posés et les stratégies d'action qu'on peut avoir par rapport à ces dynamiques. Donc, ces modules-là, en fait, ont véritablement l'idée voilà, de faire à la fois un constat, de donner des outils finalement de diagnostic territorial, mais également de se poser les enjeux pour aller vers des simulations ou en tout cas des éléments de prospective territoriale. Le troisième module que vous voyez ici, l'idée, c'est de donner des éléments à la fois d'environnement, donc de cette transition environnementale qui à la fois agit sur la question du droit, autant sur les questions des déchets. Magali Talandier a évoqué tout à l'heure la question des services publics de gestion des déchets qui impactent les collectivités. Je pense notamment à des enjeux comme la responsabilité élargie des producteurs. Donc, on aura des éclairages sur ce type de problématiques, également sur des problématiques de l'eau, puisqu'aujourd'hui se posent énormément de questions autour de l'eau. De manière plus générale, la question de la biodiversité, la question du vivant face au développement économique. Voilà, donc je vous décris pas tout. Hein. Si vous voulez vraiment avoir plus d'informations, vous cliquez sur, par exemple, là, je viens de cliquer sur la question de la transition environnementale et numérique, puisqu'également dans cette transition va être abordées les questions de numérique. Voilà, la question des nouveaux modèles économiques. On évoquera rapidement la question des plateformes numériques. On évoquera la question voilà, par exemple, du e-commerce et puis du développement économique, notamment dans les petites villes. Donc, si vous voulez, là-dessus, on a donc les objectifs, les compétences visées et ensuite le programme qui est développé. Bien évidemment, vous aurez en début de promotion l'intégralité du programme avec les demi-journées consacrées par intervenant. Parfois, un intervenant fait une journée complète, mais vous aurez les différents modules avec l'intégralité de toutes les demi-journées qui sont consacrées par les différentes thématiques et par les différentes sessions. Sur le module 4 que vous voyez ici, les différents visages du développement économique territorial, l'idée était de à la fois donner des éléments sur l'attractivité et le marketing, sur les enjeux d'emploi et les questions industrielles, et également, comme l'a évoqué tout à l'heure Magali Talandier, mais comme ça a été évoqué par les différents partenaires, les différents, on va dire, alternatives ou les différents modèles qui peuvent se dégager ici et là. Je pense bien évidemment à l'économie sociale et solidaire. On pensera également à l'économie collaborative. L'idée, c'est de venir avec des sujets qui seront donc présentés par les experts ou par les enseignants, mais également d'avoir une interaction avec vous en fonction des questions que vous avez, des problématiques auxquelles vous êtes confrontés pour qu'il y ait une émulation collective et des échanges. On est véritablement dans un dialogue. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le CNAM, mais c'est vrai qu'on a une spécificité en matière pédagogique. Bon, déjà, on est sur des formations tout au long de la vie, donc on a on va dire, une culture finalement d'enseigner finalement à des professionnels qui viennent avec leur expérience. Et cette expérience, finalement, elle est à la fois en aller-retour avec les experts, mais également en aller-retour avec les autres participants. Et donc, ça donne vraiment une culture très particulière du CNAM en matière de pédagogie. Donc, s'il y a des éléments qui ne sont pas évoqués, pendant les séances, c'est le moment justement de pouvoir poser ces questions et d'œuvrer collectivement à apporter des éléments de réponse. Avant-dernier module, conduite de projet et conduite de changement. Dans ce module-là, on a voulu vraiment le dédier à des études de cas
et des études de terrain. Donc l'idée, c'est de sortir du CNAM. Typiquement, on est en train de monter, par exemple, une visite à Gennevilliers et du port de Gennevilliers. On pense que c'est des éléments qui peuvent être intéressants, même s'il n'y a pas un port dans toutes les villes. En tout cas, en matière de développement économique, il y a des spécificités et donc on pense que ça peut être intéressant pour les auditeurs d'avoir un point de vue sur la question donc finalement des marchandises et de la logistique aujourd'hui. On a un deuxième exemple, c'est la ville productive en Seine-Saint-Denis. À Est Ensemble, voilà, on pense que ça peut être également intéressant de travailler sur des appels à concours, des appels à projets comme Réinventer Paris, Réinventer Métropole. Et il se trouve qu'une enseignante du CNAM qui enseigne dans le master territoire travaille sur la ville productive à Est Ensemble. Et donc, ça sera l'occasion d'aller visiter Est Ensemble, mais également à Grand Orly, Sainte-Biève, puisqu'on a un des participants dans le COPIL qui est donc développeur économique et qui voilà, a accepté de pouvoir nous accueillir. Donc voilà, donc différents éléments pour vous présenter ce module de conduite de projet et conduite de changement où là, il y aura véritablement l'idée finalement d'avoir des retours d'expérience de terrain par les acteurs qui sont sur le terrain. Un dernier module qui est gouvernance participative et nouvelles pratiques de développement économique, puisqu'on s'est aperçu lors des différents COPIL qu'il y avait ce besoin aujourd'hui, on va dire, d'ouvrir finalement le couteau suisse encore plus qu'il ne l'était à ces enjeux de coopération entre acteurs et de pratiques participatives. Et donc, on aura un module dédié à ces nouveaux enjeux d'outils de coopération avec, par exemple, des recours comme la fresque, voilà, vraiment une approche. Voilà, comment est-ce que le développeur économique aujourd'hui a quelque chose à dire en matière participative, à la fois sur les habitants, ça c'est peut-être assez nouveau parce qu'il avait plutôt l'habitude au niveau de travailler avec les entreprises, mais voilà, de voir comment il peut finalement ouvrir le spectre en matière de pratiques participatives et de projets inclusifs. Le dernier module, je suis un peu rapide puisque je vois que l'heure tourne et je voudrais laisser la parole à Inès pour qu'elle puisse vous présenter les modalités d'inscription à ce certificat. La dernière brique que vous voyez, le projet tutoré, ça sera une note d'une dizaine de pages qui sera, on le souhaite, issue de la collectivité de laquelle vous venez, et ensuite de le soutenir devant un jury. Donc ça sera en septembre. Et donc, l'idée, c'est vous venez avec une question, il y aura un encadrement 3 heures par mois. On verra le calendrier ensemble. Ça sera très certainement sur des pauses de déjeuner le midi pour vous permettre de pouvoir venir et de présenter les différents sujets et de travailler finalement à l'élaboration d'une note écrite sur des enjeux que vous avez on va dire, vus dans votre territoire et qu'on puisse ensuite travailler sur ces enjeux. Voilà rapidement le programme. Bien évidemment, je suis disponible hein, pour répondre par la suite, mais normalement, notre site est plutôt bien fait. Et si jamais vous avez d'autres questions, vous pourrez m'écrire à maxime.schirer@lectam.fr. Je laisse la parole à Inès pour vous montrer les modalités d'inscription et je suis prêt à vous répondre à vos questions par la suite. Merci. Merci beaucoup Maxime de me donner la parole et pour cette présentation de la formation. Alors moi, à mon tour, je vais partager mon écran pour vous montrer la plateforme Démarche Simplifiée. Je viens de vous mettre le lien pour accéder à cette plateforme-là dans le chat. Parce qu'effectivement, on ne peut y accéder qu'avec le lien. Là, il n'y a pas de recherche un peu magique comme vous a montré Maxime précédemment pour consulter le programme de la formation. Mais pour pouvoir déposer une candidature, il faut vraiment passer par le lien. Donc, si jamais vous le perdez ou autre, vous n'hésitez pas à écrire à l'adresse mail certificat.territoire@lecnam.net. Je vous écrirai également tous les mails contacts, donc le mail de Maxime, le mien et celui de l'adresse générique après ma petite présentation de la plateforme Démarche Simplifiée. Alors, voilà à quoi ressemble un peu. Vous aurez cette vue sur le formulaire. En fait, moi, comme je suis administratrice du formulaire que j'ai moi-même généré, on ne va pas avoir le même visuel, mais vous aurez du coup ce visuel-là. Et pour
que ce ne soit pas bloquant, en fait, je vais vous montrer directement l'extraction PDF du formulaire de dépôt de candidature. Donc, vous voyez qu'il y a toute une première rubrique en fait, où c'est de l'identité du demandeur, du candidat à la formation. Je vais vous demander vos informations sommaires, hein, civilité, mail, nom, prénom, date de naissance. Euh, voilà, avec l'adresse personnelle. Donc ça, c'est des éléments qui vont nous servir, nous, à vous inscrire ensuite dans le logiciel de scolarité. Ensuite, comme en fait c'est une formation partenariale, les tarifs de la formation ont été fixés dans le cadre d'une convention et ces tarifs, du coup, ont deux critères. Donc, votre organisme professionnel de rattachement, d'une part. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de cocher l'organisme de rattachement, le ou les organismes de rattachement, parce que parfois il y avait un cas où il y en avait deux. Dans un deuxième temps, du coup, le deuxième critère, c'est également, vous allez le voir à ce niveau-là, la densité de population de votre territoire professionnel. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous demande de renseigner ces informations dans le formulaire. Vous allez avoir ces rubriques dans le formulaire. Et en fait, c'est le but, on vous l'indique également, c'est effectivement que le tarif est progressif en fonction de ces critères-là. Voilà, donc votre profession actuelle, les diplômes obtenus, parce que ça, c'est aussi un élément qu'on doit en fait renseigner. Déjà, ça fait partie des critères pour voir si votre dossier est recevable. Et c'est également une information dont on a besoin pour vous inscrire dans le logiciel. Et puis, pièces à joindre au dossier. Alors, votre CV, une photo d'identité et également votre pièce d'identité. Mais ça, je crois qu'elle était passée tout avant. Et voilà, du coup, c'est vraiment le formulaire est pas long. On a fait exprès de mettre ça en place vraiment pour vous simplifier la procédure, éviter les envois par mail qui parfois tombent dans les spams ou parfois, enfin voilà, s'oublient. Là, il y a vraiment une traçabilité. Ensuite, on pourra émettre directement l'avis sur votre dossier directement en ligne, du coup, sur le site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai pas de vue sur le chat. Euh, Maxime y répond super. Mais voilà, c'est vraiment aussi simple que ça, démarche simplifiée. Il y a rien de bien compliqué. Et c'est vraiment, si vous avez des questions, que vous avez un bug ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à écrire à l'adresse mail que je vais vous indiquer là dans le chat. En fait, je suis derrière avec d'autres collègues. Donc, c'est certificat au pluriel, point territoire au pluriel, arobase lecnam.net. Voilà pour moi. Merci beaucoup Maxime et Inès. Il y a effectivement une question sur le planning de la formation. Oui, alors là, je pourrais envoyer, de toute façon, à chaque fois quand vous écrivez pour me demander une question sur le tarif, donc je rappelle que voilà, il y a des critères et qu'il faut vraiment déposer, soit m'indiquer clairement les informations correspondant aux deux critères, soit déposer un dossier de candidature sur démarche simplifiée. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que enfin, vraiment, je vous encourage à déposer un dossier sur démarche simplifiée. Il n'y a rien du tout d'engageant. Nous, ensuite, on étudie d'abord les critères enfin, les conditions de recevabilité du dossier. Donc voilà, déjà, si ça se trouve, votre dossier vous correspondrez pas aux critères d'admission. Et d'autre part, je pourrais vous donner des informations beaucoup plus précises concernant le tarif. Et pour les sessions, alors là, je vais vous écrire, je vais vous copier-coller en fait directement ce que j'indique dans le chat aux personnes qui m'écrivent. Alors, hop. Donc, il y a les dates des 6 sessions. Donc, avec une première semaine du 13 au 17 janvier, une seconde du 3 au 7 février, une troisième du 10 au 14 mars, une quatrième du 31 mars au 4 avril, une cinquième du 19 au 23 mai, et puis une dernière du 16 au 20 juin. Je me permets, Inès, sur les prix, il y a quand même un barème qui a été fixé. Ce serait peut-être l'occasion de peut-être rassurer. Enfin, voilà. Tout à fait, tout à fait. Et, tout à fait. Et d'ailleurs, ces tarifs-là sont vraiment relativement bas par rapport à d'autres certificats qu'on peut proposer au CNAM, justement parce je le rappelle encore une fois, on est dans le cadre d'un partenariat. Donc, le but n'était pas de gonfler les tarifs. Donc, le barème est fixé sur les deux critères, donc organisme de rattachement professionnel d'une part et d'autre part densité de population. Et il va de 2 700 € pour le minimum et il peut monter jusqu'à 3 600 €. Voilà, c'est le tarif maximal.
Oui, effectivement, on me posait la question des facilités d'hébergement. Malheureusement, nous n'avons pas de lien avec des hôtels particuliers ou voilà, c'est d'ailleurs l'un des motifs pour lesquels cette formation est relativement attractive. C'est pour permettre aux collectivités également de pouvoir participer à des frais d'hébergement et puis des frais de bouche, enfin des nuitées, l'hôtel, les restaurants, voilà. On avait calculé en moyenne aux alentours de 8 000 euros, je crois, avec les déplacements, puisque ça se situe aussi à Paris. Donc, voilà, donc c'est aussi l'un des motifs pour lesquels cette formation est relativement pas chère par rapport à d'autres formations que l'on peut avoir au CNAM sur ce type de format. Très bien. Et Maxime, je vais répondre à une autre question du chat. Donc, bonjour, est-ce que cette formation est éligible au CPF? Alors, malheureusement, la réponse est non, parce que ce n'est pas, en fait, toutes les formations finançables au CPF sont des formations du système LMD, licence master, ou des titres RNCP. Donc, ce n'est pas le cas de cette formation qui est un certificat de spécialisation, donc un certificat d'établissement. Et peut-être pour répondre à la question si la candidature est possible en tant que développeur économique dans une ville, puisque en Île-de-France, il y a encore des villes qui ont effectivement des développeurs économiques. Je pense qu'il n'y a pas de problématique. Enfin, Alors, de toute façon, pour répondre à cette question, l'ensemble des candidatures seront soumises à un COPIL, c'est-à-dire que l'ensemble des partenaires, nous allons présenter les candidatures. Donc, la semaine prochaine, je crois qu'on doit avoir une réunion à la mi-septembre, fin septembre. Et puis, il y aura ensuite mi-octobre, fin octobre, pour qu'on puisse collectivement voilà, décider des candidatures, pour équilibrer également les candidatures qui nous viennent des partenaires, pour que chaque partenaire puisse envoyer des développeurs économiques. Et effectivement, on a reçu des candidatures un peu spontanées sorties hors partenaire. Et pour l'instant, on n'est pas du tout fermé à pouvoir accueillir. On n'avait pas forcément pensé que ça pouvait être le cas, mais pour l'instant, on n'a pas fermé du tout la porte à des candidatures qui ne feraient pas partie d'un des membres du réseau, enfin d'un des partenaires. Ouais, alors il y avait la question comment les candidatures seront-elles priorisées? Alors là, je peux y répondre vraiment sous le couvert du COPIL, et parce que ça engage aussi un peu notre démarche qualité, nous, au CNAM. Mais c'est vraiment, c'est pour ça aussi qu'on vous demande votre CV, votre lettre de motivation. Donc, il y a vraiment toute une part, vraiment, étude du dossier en dur, avec une grille de sélection. Je ne sais pas si les membres du COPIL veulent compléter. Peut-être juste préciser on s'est associé à plusieurs réseaux pour faire en sorte qu'il y ait une mixité de profils dans la promo. Donc, c'est une petite promo à 25 personnes. Je vois qu'il y a une question dans le chat, mais effectivement, c'est une première génération et pour garantir des interactions et un lien fort, on démarre par une promo de 25. On fera en sorte que l'ensemble des réseaux partenaires soient bien représentés dans les candidats qui seront présents. Donc ça sera l'un des critères. Bien sûr, on essaiera de privilégier ce mélange. Et puis après, j'avoue qu'on va aussi s'assurer que géographiquement, il y a bien des représentations différentes pour qu'il y ait un panel aussi de régions représentées. Classiquement aussi, qu'il y ait des collectivités de taille différente. Chez Interco de France, on a vraiment aussi mis l'accent sur le fait que les plus petits territoires, les Comcom, pourraient aussi envoyer des développeurs économiques avec des moyens de formation réduits et donc des tarifs adaptés, d'où la progressivité des tarifs. Voilà, on va mélanger un peu tous ces éléments et puis surtout avoir une discussion collégiale entre partenaires pour sélectionner ces profils. Et puis, on avancera en marchant, hein. C'est une première génération. Et on tiendra bien entendu compte des avis des uns et des autres à l'issue de cette première promotion pour faire, si besoin, des ajustements l'année prochaine.
Oui, je réponds à une question qui est posée sur le fait que ça soit en présentiel. Oui, c'est une tentative, première promotion, on voit ce que ça donne. C'est vrai que ça demande du déplacement, de l'hébergement, des semaines où on n'est pas en collectivité à gérer les dossiers. On a conscience de ça, mais on a estimé que l'effet promo et le fait de se retrouver comme ça avec des temps forts de formation, c'était voilà, on pensait que c'était quelque chose d'utile pour vraiment faire cet effet promo. Donc, pour cette première promotion, on tente le présentiel et puis on verra. On marche en essayant et puis on verra l'année prochaine si vraiment ça a posé de très grosses difficultés. On verra si on peut revenir dessus, mais on a voulu tenter l'aventure comme ça. Très bien. Eh ben, je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Et en effet, sur la date limite de candidature, sous le contrôle de Maxime et d'Inès, dans la plaquette, nous avions mis le 15 octobre. Et voilà, on propose de repousser jusqu'à fin octobre, compte tenu de la date de ce webinaire et du temps nécessaire pour que vous puissiez faire valider votre candidature auprès de vos services ressources humaines. Enfin, je vous laisse, Maxime, Inès, peut-être confirmer cette possibilité. Tout à fait. Tout à fait, oui, tout à fait. Et vous faites bien, Aurore, de rappeler effectivement que les délais après sont un peu longs pour le côté vraiment en dur, donc enfin, quand on fait les inscriptions pour le paiement pour la partie employeur, parce qu'effectivement, c'est une formation qui est prise en charge par les partenaires, donc il faut anticiper un petit temps. Très bien, et peut-être une dernière question, mais Charlotte l'a évoqué. Donc, dans le cadre du comité de pilotage, nous allons suivre et évaluer in itinéré cette offre de formation. Et donc, nous verrons, le cas échéant, si une nouvelle promotion peut être constituée sur 2026. Effectivement, la première promotion pilote démarre en janvier 2025. C'est ça, 2025, et on fera un bilan à l'issue de la certification de la promo en septembre 2025 et on rouvrira, je l'espère, une nouvelle session pour 2026 au regard des évaluations de l'ensemble des partenaires et bien entendu des participants de cette première formation. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Il est 13h30, donc sauf si certaines personnes autour de la table, parmi les partenaires, souhaitent dire un dernier mot ou commenter. Sinon, je vous propose de conclure ce webinaire en remerciant de nouveau Magali Talandier pour sa mini-conférence, tous les partenaires autour de la table, ANCT, Intercommunalité de France, RENET, CNER, Région de France et ADGCF. Et donc maintenant, à vos candidatures. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, au Merci. revoir. Au revoir. Merci à tout le monde. À très vite, j'espère. Avec de beaux diplômes. Ah oui.